Un vieil homme est abattu d'un coup de feu en présence de sa famille lors de la fête nationale américaine du 4 juillet. Personne ne sait d'où provient le projectile. Comment la police pourra-t-elle retracer le meurtrier? Le leader charismatique des Black Panthers est tué lors d'un raid organisé par la police. Les policiers déclarent qu'il s'agissait de légitime défense, mais l'entourage du leader croit qu'ils l'ont assassiné. La criminalistique pourra-t-elle déterminer qui dit la vérité? Un enfant est tué lors d'un règlement de compte. Un nouveau programme d'ordinateur permettra-t-il aux enquêteurs de résoudre ce meurtre? Une balle peut tuer en une fraction de seconde. Il faut beaucoup plus de temps pour élucider un crime, mais les experts légistes sont de plus en plus rapides et précis pour faire des meurtriers leur point de mire. À Bloomingdale, une petite ville située à environ 60 km au nord-ouest de Chicago, dans l'Illinois, le 4 juillet commença dans la fête. Comme partout aux États-Unis, des familles et amis s'étaient réunis pour célébrer la fête nationale autour du traditionnel barbecue. Les enfants s'amusaient avec des pétards et attendaient impatiemment le coucher du soleil pour aller voir le feu d'artifice. Des festivités se déroulaient dans les parcs et distrayaient les gens. Mais pour cette famille de Bloomingdale, la fête allait se terminer dans le drame. Dans un champ près d'une aire de pique-nique, la famille s'était jointe à la foule qui attendait le feu d'artifice. Le grand-père jouait avec ses petits-enfants. Puis, sans avertissement, il s'écroula sur le sol. Sa femme crut d'abord qu'il avait été victime d'une crise cardiaque. Deux enquêteurs qui n'étaient pas en service mais qui se trouvaient sur les lieux pour la célébration se précipitèrent pour lui porter secours. Lorsqu'ils retournèrent le corps de l'homme, ils découvrirent qu'il avait une blessure sous les côtes. Il avait reçu un projectile. Ce grand-père de 64 ans venait d'être assassiné. Tout le monde était sous le choc. Personne n'avait entendu le coup de feu ou vu quoi que ce soit. On effectua des recherches dans le champ voisin, mais sans succès. Il n'y avait ni armes ni douilles. La police de Bloomingdale n'avait jamais été confrontée à un meurtre aussi énigmatique. Qui avait tué cet homme et pourquoi? Toute l'ingéniosité des experts légistes serait requise pour éclaircir le mystère. Richard Vaughn est expert en balistique pour le service de police du comté de DuPage. Immédiatement après l'autopsie, la police de Bloomingdale entra en contact avec lui. Le coroner lui confirma qu'un projectile avait atteint le côté droit de la victime, puis traversé la cage thoracique et avait causé sa mort. Il avait retrouvé le projectile. La balle n'avait pas heurté d'os et était restée en excellente condition. La première tâche de Vaughn consistait à découvrir le type d'arme utilisée. Ensuite, les enquêteurs pourraient tenter de retracer l'arme et éventuellement son propriétaire. La taille du projectile, son poids et les marques qu'il portait pouvaient fournir des informations très importantes. La première chose à déterminer était le calibre. Le calibre est déterminé par le poids et le diamètre du projectile. Vaughn commença par peser le projectile à l'aide d'une balance numérique. Il mesura ensuite son diamètre à l'aide d'un micromètre. Le projectile était de calibre 44. Il provenait d'une arme à feu très puissante, c'est-à-dire d'un revolver Magnum 44. Plusieurs compagnies fabriquent des armes de cette puissance.
Vaughn devait maintenant déterminer la marque et le modèle de l'arme qui avait servi au crime. Il plaça le projectile sous un microscope et examina les rayures qui s'y trouvaient. Toute arme à feu laisse une série de rayures en forme de spirale sur les projectiles. Leur nombre, largeur et orientation varient selon le fabricant. Le projectile comportait 6 rayures et 6 cloisons. Elles s'étendaient en spirale le long du projectile en allant vers la droite. Vaughn utilisa ensuite un outil sophistiqué pour déterminer la largeur précise des cloisons et des rayures. Une fois l'information obtenue, il consulta une base de données informatisée mise à jour par le FBI qui contient des informations à propos de milliers d'armes à feu. Si on fournit à l'ordinateur le calibre, le nombre et la largeur des rayures et des cloisons ainsi que le sens de la spirale, il peut identifier la marque de l'arme. En moins de 2 heures, Vaughn avait découvert une information primordiale. L'arme utilisée était un Strum Ruger Red Hawk Magnum 44. Les enquêteurs contactèrent les armureries de la région, mais aucune d'elles ne vendait ce type d'arme. Pour découvrir l'identité du meurtrier, il faudrait d'abord déterminer l'origine du coup de feu. La portée maximale du Ruger Red Hawk 44 Magnum est d'environ 2,5 km. Avec une arme d'une telle portée, les chances de déterminer avec précision la provenance du projectile étaient presque nulles. Afin de réduire son champ de recherche, Vaughn retourna sur la scène du crime et reconstitua les événements du 4 juillet. Il avait besoin d'un mannequin, d'une chaise de jardin et d'une tige de bois faisant office de cheville. Il installa le mannequin dans la même position et au même endroit que la victime. Il inséra ensuite la cheville à l'endroit précis de la blessure en respectant le même angle. La cheville de bois représente la trajectoire réelle du projectile. Le projectile est entré par ici, du côté droit, et nous l'avons retrouvé du côté gauche. On peut voir que la cheville pointe dans cette direction. Voici donc la trajectoire présumée du projectile. La cheville pointait vers le nord-ouest. Si Vaughn n'avait pas commis d'erreur, c'était de là que provenait le projectile. De retour à son laboratoire, il examina une carte géographique et releva les secteurs importants à fouiller. Voici une carte de la ville de Bloomingdale que j'ai obtenue au service de la voirie. J'y ai indiqué le secteur de recherche. On peut constater que ce secteur ici est un champ à ciel ouvert. C'est là que se trouvaient les spectateurs pour le feu d'artifice du 4 juillet. La victime était assise sur une chaise ici. Nous avons établi un secteur de recherche au nord et au nord-ouest de cet emplacement. Mais d'où le coup de feu était-il parti exactement? La vitesse initiale d'un projectile de Red Hawk est de 360 mètres secondes. Cependant, le projectile meurtrier allait à une vitesse inférieure à 210 mètres secondes. Cette vitesse avait pu être calculée grâce à la blessure qui faisait 40 cm de profondeur. À l'aide de collègues, Vaughn calcula la distance parcourue par le projectile en se basant sur sa vélocité. Vaughn et son équipe ratissèrent le secteur situé au nord-ouest de l'aire de pique-nique. Ils interrogèrent les habitants du quartier à la recherche de tout indice possible. Ils firent une découverte importante sur le terrain d'une résidence de Lawrence Avenue. Il y avait un baril troué dans un coin du terrain. Les trous semblaient avoir été causés par des balles de calibre 44. Le contour des trous n'était presque pas rouillé, ce qui indiquait qu'ils étaient récents. Avait-il été fait par la même arme que celle qui avait tué le vieil homme? Afin de s'en assurer, Vaughn devait découvrir un autre projectile pour le comparer à celui qui avait tué l'homme. Il se servit à nouveau de la technique des chevilles de bois sur le baril
pour déterminer la trajectoire des projectiles. Avec un peu de chance, il trouverait peut-être une balle. Nous allons prendre une cheville et reproduire la trajectoire du projectile, à partir du moment où il a transpercé le baril jusqu'à sa sortie. Comme je le disais plus tôt, on peut voir la façon dont le métal est recourbé. Cela nous indique qu'il s'agit de la sortie. Ceci nous démontre que le projectile a poursuivi sa trajectoire et atteint la pelouse quelque part par là. Nous avons donc effectué des recherches en établissant une grille à cet endroit. Vaughn et son équipe se mirent à la recherche de projectiles. Malgré leurs efforts, ils ne découvrirent rien. Peut-être le baril avait-il été déplacé depuis les coups de feu. Si c'était le cas, il leur faudrait utiliser un détecteur de métal, car le secteur à fouiller était très grand. Mais un des agents eut une intuition. Les individus s'étaient peut-être servis du baril comme cible pendant qu'on y faisait un feu. Il décida alors de fouiller un tas de cendres qui se trouvait à côté du baril. L'agent fut récompensé pour sa peine. Il découvrit un nouveau projectile. Si Richard Vaughn parvenait à démontrer que la balle provenait de la même arme que celle qui avait tué le vieil homme, il pourrait alors poursuivre son enquête. Peu après le meurtre du vieil homme lors des célébrations du 4 juillet à Bloomingdale, en Illinois, les enquêteurs ne disposaient que de 2 indices, le projectile retrouvé lors de l'autopsie et la blessure faite par ce même projectile. L'expert en balistique, Richard Vaughn, disposait maintenant d'un second projectile qu'il avait découvert près d'un baril de métal. L'analyse lui permettrait de confirmer que les 2 projectiles provenaient bien de la même arme. Toute arme de modèle Ruger Red Rock Magnum laisse les mêmes marques sur un projectile, soit 6 rayures et 6 cloisons qui forment une spirale en allant vers la droite. Mais toute arme laisse aussi des marques uniques qui sont en quelque sorte sa signature. Bien que le projectile découvert dans le baril ait été déformé par l'impact, Vaughn parvint à relever une série de marques caractéristiques. Il y en avait assez pour conclure qu'il provenait de la même arme que le projectile du meurtre. Le filet commençait à se refermer, mais une question subsistait. Comment un projectile provenant de cette cour avait-il pu parcourir 1 kilomètre et atteindre l'aire de pique-nique? Vaughn fit appel à une firme d'ingénieurs. Ces derniers mesurèrent la topographie, la position et la hauteur de chaque maison et arbre qui se trouvait entre la résidence de Lawrence Avenue et l'aire de pique-nique. Ils dressèrent ensuite un plan à partir de leurs calculs. La ligne rouge représente la trajectoire présumée du projectile. La ligne noire représente le terrain. Nous avons relevé les habitations qui se trouvaient sur la trajectoire du projectile et nous avons découvert que le projectile provenait de la droite de la résidence. Cela correspond à l'emplacement du baril. Voici la palissade située à l'arrière de la propriété des suspects et voici l'emplacement de la victime. Il y avait plusieurs obstacles sur la trajectoire du projectile, mais fait étonnant, il n'en avait rencontré aucun. Avait-il encore assez de puissance pour tuer arrivé à destination? Vaughn devrait en faire la démonstration. Il consulta l'expert Martin Fackler. Ce dernier peut déterminer la vitesse d'un projectile en mesurant la profondeur d'une blessure. Plus la vélocité est importante et plus la blessure est profonde. Afin de simuler la force de pénétration du projectile après 1 kilomètre, il retire une certaine quantité de poudre explosive pour projeter la balle à une vitesse de 100 à 200 mètres secondes. Pour s'assurer que la balle est bien tirée à la bonne vélocité, on en mesure la vitesse à l'aide d'une minuterie électronique. Voici un chronographe. C'est simplement une minuterie. Elle est déclenchée lorsque l'ombre de la balle passe entre ces 2 tiges et qui s'arrête lorsqu'elle passe entre ces 2 autres tiges.
La vitesse est alors enregistrée et affichée ici, sur le devant de l'appareil. Lorsque la quantité de poudre est enfin déterminée, la balle test est tirée dans la gélatine. La balle s'est enfoncée à 40 cm de profondeur, ce qui équivaut à la profondeur de la blessure de la victime. De plus, tout comme la balle du meurtre, elle n'a subi aucune déformation. L'analyse a démontré que la vélocité de la balle était assez importante pour tuer un homme à 1 km de distance. L'hypothèse selon laquelle elle provenait de la propriété de Robert Logsdon dans Lawrence Avenue était plausible. Les résultats obtenus lors des analyses de Vaughn permirent au procureur Joe Burkett d'obtenir un mandat de perquisition. Logsdon admit que sa petite amie et lui avaient organisé une soirée le 4 juillet. Logsdon remit son Strum Ruger Red Hawk de calibre 44 aux autorités. Il raconta plus tard les événements qui s'étaient produits lors de la soirée. Tout avait commencé normalement. C'était un barbecue auquel quelques amis intimes avaient été conviés. Pendant l'après-midi, Logsdon était allé chercher son arme dans la maison. Il avait placé une cruche d'eau sur le baril en guise de cible. Il avait ensuite tiré 5 coups de feu. Une des balles avait frappé la cruche et les 4 autres le baril. Puis, il avait prêté son arme à sa petite amie, mais cette dernière avait complètement raté la cible. Suite aux déclarations de Logsdon, Vaughn conclut que c'était la jeune femme qui avait tiré la balle meurtrière. Elle était plus petite que Logsdon et avait visé vers le haut. Cet angle avait permis au projectile d'atteindre l'aire de pique-nique. Logsdon plaida coupable à des accusations de possession d'armes et d'homicide involontaire. Sa petite amie admit également avoir utilisé l'arme et plaida elle aussi coupable d'homicide involontaire. Logsdon fut condamné à 6 ans de prison, sa petite amie à 90 jours d'emprisonnement assortie d'une mise en liberté conditionnelle. C'était une enquête réussie. Les enquêteurs aux homicides ne sont jamais en vacances. Nous avons travaillé de pair avec le bureau du shérif, le bureau du coroner, le service de police de Bloomingdale et le sergent Vaughn du laboratoire médico-légal. Tout le monde a fait de l'excellent travail. La victime et le meurtrier ne se connaissaient pas et se trouvaient à 1 km de distance. Grâce aux outils de la criminalistique et au dévouement des policiers et des experts en balistique, le lien avait pu être établi entre le meurtrier et sa victime. L'homicide de Bloomingdale fut un accident tragique causé à la fois par la négligence et un triste coup du destin. Cela avait été un véritable défi pour les experts. À Chicago, pendant les tumultueuses années 60, un enquêteur fut confronté à un défi d'une autre nature. Un militant politique avait été tué et l'on ignorait s'il s'agissait de légitime défense ou simplement d'un assassinat. Les murs criblés de balles détenaient la clé du mystère. 4 décembre 1969, 4h45 du matin. 14 agents de police, triés sur le volet par le procureur de l'Illinois Edward Hanrahan, se rendent dans le secteur de Oak Park, en plein ghetto noir de Chicago. Ils s'apprêtent à vivre des événements parmi les plus controversés de l'histoire de cette ville. Le logement du rez-de-chaussée était habité par des membres des Black Panthers, des militants gauchistes qui prônaient la révolution sociale. Alors que la majorité des policiers entraient par la porte avant, quelques agents pénétraient par la porte arrière. 15 minutes plus tard, les murs du minuscule logement étaient criblés d'au moins 100 balles. Après que la fumée se fut dissipée, la police découvrit que 2 jeunes militants étaient morts et 4 autres blessés, dont 2 grièvement. 2 des policiers avaient quelques blessures superficielles. Lors du raid, les agents découvrirent une cache d'armes. Il y avait 19 armes à feu et des boîtes de munitions. Une des victimes était Fred Hampton, 21 ans.
le leader charismatique des Black Panthers de la région. Hampton était le 28e Black Panther à être tué par les policiers en moins de 2 ans. Fruit de l'agitation sociale de l'époque, le mouvement des Black Panthers était né à Oakland, en Californie. Alors que des leaders noirs tels que Martin Luther King ne préconisaient que la désobéissance civile et l'action politique pour l'avancement des droits civiques, les Black Panthers, eux, étaient prêts à recourir à la violence si nécessaire. Le raid du 4 décembre devint rapidement un événement médiatique. Les Black Panthers avaient une version fort différente de celle des autorités. Hanrahan déclara que la police appliquait un mandat légitime de perquisition lorsque les Black Panthers avaient ouvert le feu. Quand les agents de police se sont annoncés, on leur a tiré dessus. Les agents de police donnèrent leur propre version des faits dans un témoignage filmé. Selon cette reconstitution, le militant Mark Clark était assis sur une chaise de la salle de séjour et avait tiré un coup de feu à travers la porte alors qu'un agent approchait. L'agent était ensuite entré et l'avait tué. C'étaient les Black Panthers qui avaient ouvert le feu et les policiers avaient riposté. Selon la police, Hampton était couché dans sa chambre sur le ventre. Il avait ouvert le feu avec une arme automatique de calibre 45 et un fusil de chasse. Pour se défendre, les agents lui avaient tiré dans la tête à 2 reprises. Mais les Black Panthers n'avaient pas la même version des événements. La police était entrée sans avertissement, avait tiré la première et tué Mark Clark, qui n'avait tiré qu'après avoir reçu un coup de feu. Selon eux, aucun autre membre des Black Panthers n'avait utilisé d'armes. D'autres policiers étaient alors entrés par l'arrière, avaient découvert Hampton endormi et lui avaient tiré 2 balles dans la tête avant même qu'il n'ait eu le temps de se réveiller. Les Panthers étaient convaincus que Fred Hampton avait été assassiné et que la police tentait d'étouffer l'affaire. L'avocat des Panthers, Skip Andrew, agissait à titre de porte-parole. Si on examine l'appartement et qu'on analyse les indices qui s'y trouvent, on ne pourra arriver qu'à la seule conclusion que Fred Hampton, 21 ans, membre d'une faction militante noire, a été assassiné dans son lit, probablement dans son sommeil. La police procéda à l'arrestation des Panthers qui avaient survécu. Ils furent accusés de plusieurs délits, dont celui de tentative de meurtre. Les avocats des Panthers devraient trouver des indices pour étayer leur version du raid. Ils firent appel à l'expert en balistique Herbert McDonald. Ce n'était peut-être pas le meilleur choix, puisque McDonald avait enquêté à maintes reprises sur des échanges de coups de feu entre la police et des groupes radicaux noirs. En général, ils se rangeaient du côté de la police. McDonald savait qu'il devait établir quelle version des faits, celle de la police ou des Panthers, était la plus proche de la vérité. Afin de le déterminer, il devrait reconstituer le raid à partir des trous et des balles recueillis dans le logement. J'ai passé 10h30 à ramasser des indices, à prendre des photos et à analyser la trajectoire des projectiles. Il entra dans le logement par le petit vestibule qui donnait sur la salle de séjour. C'est là que Mark Clark, la première victime, avait été tué. Derrière la salle de séjour se trouvaient les 2 chambres à coucher. Fred Hampton avait perdu la vie dans la chambre la plus éloignée. Tout au fond se trouvait la cuisine par laquelle était entrée une partie du contingent policier. McDonald commença son analyse dans la salle de séjour. Je n'avais jamais vu un endroit à ce point criblé de balles. Sur le mur sud, il y avait 45 trous de balles de divers calibres. Les plus gros trous avaient été faits par une mitraillette Thompson de calibre 45. Il y avait des rafales de fusils de chasse et il y avait également des balles de calibre 30 et 38. La diversité dans les calibres nous a aidés à déterminer quel projectile avait été tiré par quelle arme. Qui avait tiré, les Panthers ou la police? McDonald espérait que son analyse répondrait à la question. En dépit des nombreux intervenants qui étaient présents sur les lieux, McDonald commença son travail d'analyse. Ses outils étaient simples, une caméra, un cahier de notes, une règle à mesurer et de la ficelle.
Après avoir mesuré la position précise de chaque trou dans le mur de la salle de séjour, McDonald y inséra délicatement des chevilles et des pailles. La direction d'une cheville lui indiquait la trajectoire d'un projectile. Les pailles protégeaient les trous car elles empêchaient que les chevilles n'en effritent le contour, ce qui aurait détruit des indices importants. Lorsqu'il eut terminé son travail, aucune autre conclusion n'était possible. Les 45 projectiles provenaient tous du secteur de la porte de la salle de séjour. Ils avaient tous été tirés par les policiers alors qu'ils envahissaient la pièce. McDonald poursuivit son analyse dans la première chambre à coucher. Il y découvrit des balles qui avaient été tirées de la salle de séjour et avaient traversé le mur. Alors qu'il était dans la chambre, il remarqua qu'il y avait d'autres trous faits par des balles dans la porte. Il en releva 25. Les policiers avaient déclaré que les Panthers qui se trouvaient dans la chambre leur avaient tiré des coups de feu et qu'ils avaient refusé d'arrêter malgré leurs ordres. Au premier coup d'œil, la porte semblait confirmer cette partie de la version de la police. Tous les trous indiquaient que les balles provenaient de l'intérieur de la chambre d'où les Panthers avaient tiré, selon la police. Mais une question subsistait. Aucun de ces projectiles n'avait atteint un policier ni laissé de marque sur le mur du corridor. Lors d'un examen plus approfondi, j'ai découvert que si ces balles avaient été tirées pendant que la porte était fermée, comme l'a déclaré la police, ces balles auraient atteint le mur du corridor de l'autre côté de la porte de la chambre. Mais il n'y avait aucun point d'impact à cet endroit. En recommençant mon analyse à l'aide des chevilles, j'ai découvert que je pouvais ouvrir toute grande la porte et qu'il ne restait qu'à y planter les chevilles du côté de la salle de séjour. Les 25 trous démontraient que les balles provenaient de la salle de séjour et que la porte était complètement ouverte. McDonald conclut que lorsque les balles avaient été tirées, la porte était ouverte et parallèle au mur de la chambre. Les balles qui se trouvaient dans la salle de séjour avaient été tirées par la police et avaient traversé le mur, puis la porte. Les preuves étaient accablantes. De tous les projectiles découverts, seulement un avait été tiré par les Black Panthers. Il s'agissait d'un projectile de fusil de chasse. Il n'y avait jamais vraiment eu d'échange de coups de feu. Au moins 99 balles provenaient de l'extérieur et seulement une de l'intérieur. Mais qu'était-il arrivé dans la chambre du fond où Hampton avait perdu la vie? Attendait-il dans son lit, prêt à tirer comme la police l'avait déclaré? Ou dormait-il et avait-il été froidement assassiné par la police, comme le déclaraient les Panthers? L'analyse de la trajectoire des balles qu'il avait reçues à la tête répondrait peut-être à cette question. Le 3 janvier 1970, un grand jury fédéral ordonna que le corps de Hampton soit exhumé. 2 autopsies pratiquées à sa mort avaient donné des résultats contradictoires. L'une d'elles avait été pratiquée par le coroner du comté de Cook. Selon ce dernier, les 2 balles de la tête provenaient de directions opposées. Cela indiquait que Hampton était réveillé et qu'il bougeait. La famille de Hampton avait demandé qu'une autre autopsie soit pratiquée par un médecin légiste de pratique privée. Ce dernier déclara que les 2 balles provenaient de la droite, qu'elles avaient suivi des trajectoires parallèles, ce qui indiquait que Hampton était couché. La 3e autopsie confirma la seconde interprétation. Cette découverte corroborait à nouveau les déclarations des Black Panthers qui avaient maintenu que Hampton dormait, qu'il était étendu et que sa tête reposait sur un oreiller. La trajectoire des balles dans la tête de la victime indiquait qu'elles étaient parallèles et qu'elles provenaient de la porte. Un des policiers est entré et a tiré un coup de feu. Fred Hampton était dans la même position lorsqu'une 2e personne est entrée avec une arme de calibre différent et qu'elle a tiré un autre coup de feu sur Hampton, qui était soit déjà mort, soit mourant. L'enquête méticuleuse de McDonald et l'autopsie confirmaient la version des Panthers. La police semblait bel et bien avoir assassiné Fred Hampton. Mais le mystère le plus important restait encore à résoudre. Qui avait tiré le premier? Si les Panthers avaient tiré les premiers, même s'il ne s'agissait que d'un seul coup de feu,
la théorie selon laquelle les policiers étaient en état de légitime défense serait encore valide. Afin de répondre à cette question, McDonnell effectua une autre analyse encore plus ingénieuse. De toute évidence, l'échange de coups de feu avait commencé au moment où la police avait fait irruption dans la salle de séjour. McDonnell découvrit que la porte de cette pièce comportait 2 trous faits par des balles. Son analyse des marques de poudre et des fentes du bois indiquait qu'une des balles provenait de l'extérieur, d'un revolver de calibre 38 de la police. La balle s'était fichée dans le mur de la salle de séjour. Un second trou plus grand provenait sans doute du fusil de chasse de Mark Clark. Après avoir traversé un panneau de la porte, la balle s'était fichée dans la cage de l'escalier à l'extérieur du logement. McDonnell eut une idée. S'il déterminait l'angle d'ouverture de la porte lorsque la balle de calibre 38 et celle du fusil de chasse l'avaient traversée, il pourrait peut-être déterminer qui avait tiré le premier coup de feu. Il reconstitua la trajectoire des balles. Les policiers avaient déjà admis avoir enfoncé la porte au début du raid. Il fit passer une ficelle par le trou de la balle de calibre 38 dans la porte jusqu'à celui de calibre 38 du mur. Il ajusta ensuite l'ouverture de la porte jusqu'à ce que la ficelle soit parfaitement tendue. La porte était à peine entrebâillée. Il répéta la même procédure avec le trou de la balle du fusil de chasse, à partir de l'escalier jusqu'à la porte, puis jusqu'à la chaise de Mark Clark. Cette fois-ci, la ficelle était tendue lorsque la porte était ouverte aux 3/4. À l'aide de ces données, McDonnell put enfin reconstituer les événements. Les policiers avaient enfoncé la porte au début du raid et avaient tiré une balle de calibre 38. Pendant que la porte s'ouvrait davantage, un des Panthers avait riposté. C'était leur seul coup de feu. La conclusion était évidente. Les policiers avaient tiré les premiers. Selon McDonnell, ils étaient entrés dans le logement, avaient tiré un coup de feu de calibre 38 alors qu'ils enfonçaient la porte de la salle de séjour. Un des Panthers, probablement Mark Clark, avait riposté à ce premier coup de feu. Lors de la fusillade par les policiers, les Panthers étaient allés se réfugier dans une des chambres à coucher et ils avaient tenté en vain de réveiller Fred Hampton. Les policiers avaient ensuite rejoint la chambre où ils avaient tiré sur Hampton à la tête à 2 reprises. Les accusations contre les 7 Black Panthers survivants furent abandonnées. Le procureur Hanrahan et les 14 policiers impliqués dans le raid ne furent jamais accusés. Mais la carrière politique de Hanrahan était désormais terminée, car il avait perdu toute crédibilité. 12 ans plus tard, les 7 Black Panthers intentèrent une poursuite contre les policiers et la ville fut condamnée à leur verser la somme de 1 800 000 $ en dommages et intérêts. Grâce à l'enquête méticuleuse de McDonnell, justice avait pu être faite. Fred Hampton a été assassiné il y a 30 ans. La résolution des crimes aujourd'hui demande toujours autant d'ingéniosité et de ténacité qu'à l'époque. Cependant, les experts ont maintenant un nouvel allié, l'ordinateur. Grâce à lui, les criminels parviennent de moins en moins à cacher leur passé. Le 8 mars 1996, un jeune garçon de 12 ans passait une soirée tranquille lorsqu'un drame se produisit. Une guerre de gangs sévissait dans les rues de ce quartier de la Nouvelle-Orléans. Le garçon fut atteint d'un projectile à la tête lors d'un échange de coups de feu. Quelques minutes plus tard, la police et l'ambulance étaient sur la scène du crime. Les ambulanciers tentèrent de sauver le garçon, mais les chances étaient minces. Les enquêteurs du service de police de la Nouvelle-Orléans commencèrent à interroger les témoins. 2 hommes qui s'étaient cachés lors de la fusillade étaient revenus sur la scène du crime. L'un d'eux était l'oncle de la victime. Ils avouèrent être les cibles visées. Ils avaient reconnu la voiture et identifié le meurtrier comme étant Kevin Jordan, membre d'un gang et vendeur de drogue.
L'enfant fut emmené à l'hôpital. Il mourut 15 heures plus tard. Pendant que s'amorçaient les recherches pour retrouver Kevin Jordan, le sergent Michael Rice et l'expert en balistique John Treadaway commencèrent leur enquête. 2 balles avaient été découvertes sur la scène du crime et on en avait recueilli une 3e sur la dépouille de l'enfant. Parviendrait-il à identifier ces projectiles et à retracer le meurtrier? Les agents m'ont envoyé le projectile qui provenait de la dépouille afin que je puisse l'analyser. J'ai découvert qu'il provenait d'un calibre 38 et qu'il y avait une spirale qui descendait vers la droite. Bien que les gangs utilisent généralement des armes semi-automatiques lors des règlements de compte, la balle analysée provenait des revolvers. Mais les 3 balles provenaient-elles toutes de la même arme? Afin de le déterminer, Treadaway devrait faire un examen minutieux de chacune d'elles. George, pouvez-vous voir la configuration du sillon sur le moniteur? Vous voyez, c'est la même arme. Il n'y a aucun doute. Une seule arme de calibre 38 avait été utilisée. Tant que cette arme ne serait pas retracée, Treadaway aurait les mains liées. Au même moment, les enquêteurs apprirent le nom du conducteur. Il s'appelait Henry Talley. Ils découvrirent également qu'il possédait un revolver de calibre 38. Le 16 mars, ils se rendirent à la résidence de Talley, munis d'un mandat de perquisition. Ils y découvrirent tout un attirail d'objets reliés à la drogue, de la marijuana, du crack et 3 armes, dont un revolver de calibre 38. Talley fut emmené au commissariat pour interrogatoire. Ces armes furent confisquées et envoyées au laboratoire de balistique. Treadaway pourrait-il prouver qu'une de ces armes avait tué l'enfant? S'il y parvenait, les enquêteurs disposeraient d'une preuve accablante contre Henry Talley et Kevin Jordan. La première analyse consista à prélever et identifier les empreintes digitales. Qui de Talley ou Jordan avait utilisé l'arme la dernière fois? Timothy Susano est expert en analyse d'empreintes digitales au service de police de la Nouvelle-Orléans. C'est lui qui effectuait cette analyse. Les empreintes digitales sont invisibles à l'œil nu. Pour les faire apparaître, il faut passer par 2 étapes. La première consiste en une fumigation à la supercolle. Les molécules de la colle s'agglutinent à l'empreinte. On verse la supercolle dans une assiette d'aluminium. Ensuite, on place cette assiette dans un réchaud qui est mis à l'intérieur de ce réservoir. Cela va chauffer la colle et accélérer le processus de fumigation. En moins d'1 heure, le revolver était prêt. On pouvait passer à l'étape suivante. L'arme fut enduite d'une teinture fluorescente. S'il y avait des empreintes, la teinture y adhérerait et les rendrait visibles sous un éclairage ultraviolet. Malheureusement, on ne découvrit aucune empreinte sur l'arme de calibre 38 trouvée à la résidence de Talley. Treadaway fit l'analyse d'une balle tirée par l'arme afin de vérifier s'il y avait un lien entre le revolver de Talley et la balle meurtrière. Nous sommes dans une pièce spéciale du service de balistique. Ce réservoir nous permet de tester les armes à feu. Voici l'agent Glenn sur place. Il va procéder au test. Je vais maintenant charger l'arme. Nous devons nous protéger les oreilles parce que c'est très bruyant. On tire un coup de feu dans un réservoir d'eau de 3000 litres. L'eau arrête la balle sans la déformer ou y laisser de marque. Une fois les coups de feu tirés, nous récupérons les douilles. On utilise un outil de fortune très efficace pour recueillir les balles. C'est un simple manche à balai au bout duquel on a fixé du mastic. Une fois les balles du 38 recueillies, on procéda à l'analyse des marques
et on les compara aux autres balles découvertes sur la scène du crime. La preuve était irréfutable. J'ai effectué le tir d'essai et j'ai comparé les balles aux 3 autres balles que j'avais reçues. J'ai prouvé que c'était bien cette arme qui avait été utilisée pour tirer tous les projectiles. L'arme de Talley avait bel et bien tué le garçon. Talley et Jordan avaient déjà des dossiers criminels. La police de la Nouvelle-Orléans disposait maintenant de preuves suffisantes pour les faire accuser d'homicide. Mais on se doutait que les armes découvertes dans la maison de Talley avaient déjà été utilisées pour commettre d'autres crimes. Un nouveau système informatisé pourrait-il prouver la participation de Talley à certains crimes plus anciens? Au moment du meurtre du garçon de 12 ans en 1996, la police de la Nouvelle-Orléans disposait d'un tout nouvel outil d'enquête criminelle. Plus tôt la même année, on avait installé un système d'identification balistique appelé IBIS. Cet ordinateur permet de relier des projectiles découverts sur des scènes du crime à des armes déjà confisquées par la police. Le sergent Michael Rice dirige les opérations d'IBIS. Selon lui, le nouveau système est nettement supérieur à l'ancienne méthode. Avant, on recueillait ces armes, on faisait des tirs d'essai et on examinait les balles au microscope. Maintenant, avec le système IBIS, on fait des tirs d'essai de routine et on entre tout de suite les données dans l'ordinateur. L'image téléchargée est ensuite comparée à la banque de données. Si une arme à feu a été utilisée lors d'un crime, nous le saurons très rapidement, parfois en moins d'1 heure. IBIS est en fait un ordinateur ultra performant relié à un microscope sophistiqué. 2 petites caméras vidéo sont reliées au microscope. Lorsqu'une balle est placée devant l'une des caméras, son image agrandie apparaît à l'écran. Le détective Greg McRae a reçu une formation spéciale pour utiliser ce système. Nous avons le projectile, la balle elle-même, qui est montée sur un petit support sur lequel nous avons ajouté des données. C'est collé ici. Nous allons le fixer sur la machine. Une simple touche permet à la balle de faire une révolution complète. L'image obtenue est ensuite téléchargée dans l'ordinateur. On peut discerner des cloisons, des rayures et des marques. Nous allons la déplacer vers le bas et la photographier. La machine digitalise l'image. Après avoir été filmée, l'image est téléchargée d'un ordinateur à l'autre, et cet ordinateur cherchera ensuite des corrélations. IBIS contient un logiciel capable de reconnaître des caractéristiques telles que des marques ou des lignes. Une fois ces caractéristiques relevées, le logiciel cherchera des images de balles ayant les mêmes caractéristiques. En moins d'1 minute, l'ordinateur peut analyser des milliers de projectiles. Cette tâche prendrait des années à John Treadaway. Cette partie d'IBIS évalue les balles. Un autre système relié au premier permet de télécharger et de comparer les douilles. La douille, qui constitue l'autre section de la balle, est placée ici. Le microscope, qui est muni de cette caméra, filme l'arrière ou le culot de cette douille, ainsi que le percuteur qui se trouve juste ici. L'ordinateur enregistre maintenant les caractéristiques de la douille, la position et la forme des marques laissées par le percuteur et les petites rayures produites lorsque la douille a été expulsée de l'arme. Cette opération prend 2 à 3 minutes. Lors du meurtre du petit garçon, le système IBIS était installé depuis seulement 1 mois. On y téléchargea la balle de calibre 38, mais elle ne correspondait à aucune arme de la base de données. L'efficacité du système fut cependant démontrée lors de la comparaison d'une balle de calibre 45.
Une arme de ce calibre avait été découverte dans l'appartement de Henry Talley. Si nous regardons attentivement ce percuteur, nous pouvons voir une image caractéristique juste ici. C'était évident. Lorsque nous avons vu cette image à l'écran, nous savions que les probabilités qu'il s'agissait de la même arme étaient très grandes. IBIS venait de faire ses preuves en démontrant que Henry Talley était impliqué dans un autre règlement de compte qui n'avait pas encore été résolu. Ces informations permettraient de consolider les accusations sur le cas du meurtre de l'enfant. Ce nouvel outil venait de démontrer son potentiel dès son premier essai. Avant IBIS, cette enquête n'aurait pas été résolue. Nous n'aurions jamais analysé cette arme si nous n'avions pas eu une raison de le faire. Nous sommes fiers du travail que nous faisons ici. Je ne pourrais plus me passer d'IBIS. La mort d'un garçon de 12 ans avait été résolue, en partie grâce au travail de balistique traditionnel. Mais grâce au système informatique IBIS, la police était parvenue à résoudre un autre crime en prouvant l'implication de l'arme de Talley. Kevin Jordan et Henry Talley furent reconnus coupables de meurtre au premier degré et purgent tous les deux des peines de prison à perpétuité. Un seul projectile laissé sur la scène du crime peut constituer un indice qui permettra de retracer le meurtrier. Le développement de nouvelles technologies permet aujourd'hui aux experts en criminalistique de retourner l'arme du crime contre les criminels eux-mêmes.